Bienvenue dans cette édition spéciale 30 juin. 30 juin 1960, 30 juin 2020, ça fait 60 ans, jour pour jour, que la République démocratique du Congo a accédé à son indépendance. Quel est l'état des lieux des aires protégées de la République démocratique du Congo depuis l'indépendance à nos jours? Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Monsieur Jean-Marc Châtaignier. Bonjour Monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Nous allons aussi très bien, merci. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de mon collègue de la radio Capi, Tati Mapoukou. Bonjour Tati. Bonjour Alfred, bonjour Monsieur l'ambassadeur. Voilà, donc nous allons aborder cette question de la gestion des aires protégées. Nous voulions savoir qu'est-ce qui a motivé justement, Monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce qui a motivé cet engagement de l'Union européenne à appuyer la conservation RDC? Alors, qu'est-ce qui a motivé l'Union européenne? C'est d'abord une demande de partenariat de nos partenaires congolais. Je crois que vous avez interviewé tout à l'heure le pasteur Cosma, vous avez rencontré les gens de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Il y a eu une demande de partenariat, de coopération, pour préserver un espace naturel qui est absolument unique, absolument extraordinaire, qui est, même pour certaines aires, je pense à l'aire de Virunga, qui est une aire, un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, il y a eu une demande de nos partenaires pour qu'on travaille ensemble pour aider à protéger ces aires protégées, qui représentent environ 12,5%, 13% du territoire congolais. Et faire en sorte que ces territoires, ces aires protégées, puissent bénéficier véritablement aux populations. Et donc construire ensemble un partenariat qui soit véritablement, même si le terme peut paraître un peu galvaudé, gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant entre les partenaires extérieurs qui aident à préserver un espace unique, gagnant au point de vue du gouvernement congolais qui valorise un patrimoine mondial unique au point de vue de l'humanité, un trésor, et gagnant pour la population congolaise qui puisse bénéficier des ressources de ces parcs. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les réalisations concrètes? Les réalisations, elles sont très concrètes, elles sont très palpables. Ça fait à peu près 30 ans que l'Union européenne intervient aux côtés de la RDC, et maintenant nous travaillons sur 5 aires protégées. Nous avons commencé un partenariat qui est déjà ancien avec Virunga, le parc national de Virunga, mais nous travaillons aussi bien sûr sur les autres parcs. Très concrètement, donc il y a un appui financier, c'est l'appui du FED, du Fonds européen de développement, environ 125 millions d'euros qui ont été réservés pour aider à la gestion de ces parcs. On intervient sur 2 niveaux, la protection, la conservation de l'environnement d'un côté, donc la dimension environnement, mais aussi la dimension agricole, la dimension agriculture durable. Et donc c'est la dimension protection de l'environnement, donc c'est aider par exemple à l'équipement des gardes-parcs, faire en sorte qu'ils aient les moyens de protéger le parc, donc c'est la dimension conservation, mais aussi dans la dimension développement économique pour faire en sorte qu'il y ait des activités économiques qui se développent autour du parc, des activités agricoles, pour qu'on rentre véritablement dans des dimensions de développement agricole durable et que pour permettre aux paysans et aux gens qui vivent autour de ces parcs de ne pas avoir à dépendre directement des ressources du parc, de ne pas dépendre du braconnage, de la chasse, et qui eux-mêmes puissent développer leurs ressources autour du parc. Et il y a à peu près, de mémoire, 40% de nos ressources qui sont consacrées à la protection, à la conservation, et 60% des ressources qui sont consacrées au développement régional autour du parc. Est-ce qu'à ce jour, on peut penser que vous êtes fier de cet investissement? Alors, moi j'en suis infiniment fier. J'ai eu la chance de visiter personnellement 2 parcs. Un parc d'ailleurs, donc aidé par l'Union européenne, qui est le parc de Virunga, et un autre parc qui est absolument splendide, qui n'est pas aidé directement par l'Union européenne, qui est le parc des mangroves, qui se trouve à l'embouchure du fleuve Congo, dans lequel il y a une faune absolument extraordinaire. Je voudrais profiter de ce moment, enfin, pour vous dire, moi, l'émotion que j'ai à visiter ces parcs et à rencontrer les gardes-parcs. Vous le savez sans doute, la semaine dernière, il y a encore eu des gardes-parcs à Virunga qui ont été attaqués par des miliciens Maï-Maï et ils ont perdu, enfin ils n'ont pas perdu, heureusement, il y a eu des blessés graves, 6 blessés graves. Et il y a 2 mois, il y avait eu encore un autre incident majeur et là il y avait eu des morts. Et moi j'ai rencontré ces gardes-parcs, ces gardes congolais, j'ai rencontré leurs familles au parc de Virunga, au parc des mangroves et ce qui m'a frappé, et ce qui était extraordinaire, c'était leur propre fierté de défendre ce parc, ce patrimoine international unique et ce patrimoine congolais absolument unique. Cette valeur naturelle, ce trésor, enfin ces trésors naturels. La population qui vit à proximité de ces aires protégées, prélève en grande partie les ressources dans ces espaces.
Est-ce que dans le cadre des partenariats, vous développez également des initiatives, des projets d'intérêt communautaire en faveur de cette population afin que la pression exercée sur les ressources des aires protégées puisse baisser? Oui, tout à fait. Alors là, votre question est cruciale, elle est centrale, elle est fondamentale. Les parcs, la faune naturelle, les gorilles et tout ce qui compose les parcs, les tortues du parc des mangroves, sont un patrimoine mondial qu'il faut préserver pour l'humanité. Ça fait partie du trésor que la nature nous a légué et que nous devons léguer à nos enfants. En même temps, il y a des populations, il faut bien qu'elles vivent, il faut qu'elles se nourrissent, il faut qu'elles connaissent le développement, pour qu'elles puissent avoir accès à l'école, enfin, il faut vraiment qu'elles aient accès au développement. Et donc, il faut travailler, faire en sorte avec ces populations pour qu'elles se rendent compte que ces parcs, on ne les privatise pas, on ne leur interdit pas un accès à ce trésor. Et qu'il y a effectivement des ressources naturelles, de pêche, de chasse, et il faut trouver un moyen que ces populations bénéficient d'un véritable développement économique autour des parcs. Si on n'offre pas les conditions du développement économique des parcs et on dit aux gens vous n'entrez pas dans le parc parce que c'est protégé, ça ne peut pas marcher. Donc il y a un immense travail de pédagogie de ce qu'il y a à l'intérieur des parcs, pourquoi on le préserve, et un immense travail d'accompagnement économique qui doit se faire autour des parcs, ce qu'a commencé notamment à faire le parc de Virunga, comme vous le savez sans doute, avec la construction de centrales hydroélectriques qui vont desservir en électricité les environs. Le parc de Virunga aussi, alors là c'est là vraiment qu'on rentre dans la discussion très... Enfin, moi je suis diplomate, donc je pense qu'il faut vraiment expliquer, dialoguer, faire comprendre. Les gens ont eu des habitudes, le parc de Virunga est très ancien, comme vous le savez, il va bientôt avoir un siècle, il a été fondé en 1925. Et ce parc est une merveille. Il est traversé malheureusement par des combattants, justement qui expliquent les incidents. Des braconniers. Des braconniers, etc. Mais aussi par des populations qui légitimement ont fait leur champ dans le parc. Des orpailleurs. Oui, mais même des gens qui ne sont pas... même des gens qui veulent avoir simplement des ressources naturelles, faire pousser du manioc, et qui avaient leur tradition. On ne peut pas simplement, et je l'ai expliqué aux gens de Virunga, on ne peut pas simplement dire on va faire une barrière pour empêcher tous les méchants de passer, parce que c'est indispensable d'empêcher les braconniers ou les guerriers Maï-Maï ou tous les groupes armés de rentrer dans le parc. Ça, il faut l'interdire. Mais en même temps, il faut expliquer à la population, l'accès au parc, effectivement, va être compliqué pour ces gens-là, il va aussi être compliqué pour vous. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire de l'autre côté de la barrière pour vous aider à développer? Quels sont aussi le tracé de la barrière que l'on va faire? Il faut que ce soit négocié avec vous. Donc dans ce sens, moi j'ai beaucoup poussé les gens de Virunga, notamment discuter avec un mouvement citoyen que vous connaissez sans doute, qui s'appelle l'Ocha. Et je leur ai dit, discuter avec eux, négocier avec eux, et ils l'ont fait. Et je crois qu'on progresse, on avance. Et donc c'est essentiel pour la gestion de ces parcs et l'ouverture de ces parcs que nous soyons véritablement dans des processus de consultation citoyenne. Ce n'est pas un processus techno, on n'est pas dans la préservation de biens privés pour de riches occidentaux qui viendraient voir les gorilles. On est dans autre chose. On est pour un développement intégré qui puisse bénéficier à toute la population. Et on n'est pas dans une action répressive, même si il doit y avoir... On n'est pas que dans une action répressive. Il doit y avoir une action répressive contre les orpailleurs, qui abîment énormément la nature, contre les braconniers, contre les groupes armés qui viennent aussi massacrer les populations. Eux, il faut les combattre. Mais on est aussi dans une dimension d'accompagnement préventif de la gestion de ces parcs et de participation, de ce qu'on appelle la conservation, parce qu'on parle de conservation en fait, de préservation des parcs, de conservation des parcs. On passe de la conservation intégrale à la conservation, ce qu'on appelle la conservation participative. Et donc voilà, et donc là on doit négocier. Et idéalement, je pense que, bon, il y a la Fondation Virunga, il y a l'ICCN, mais tout ça doit s'ouvrir aux parties prenantes et doit être géré véritablement de façon ouverte et donc de façon négociée avec la population. On a aussi, quand j'ai visité le parc des mangroves, il y a aussi exactement les mêmes problématiques. Et là, il faut expliquer, braconnage, non, mais en compensation, droit de pêche, c'est possible, mais il faut que ce soit dans certaines limites. Vous avez le droit d'aller pêcher à cet endroit-là, mais pas forcément à cet endroit-là.
et vous pouvez aussi aider à la préservation du parc. Et c'est essentiel d'offrir des emplois et de l'activité économique. Parce que la pression démographique, elle est là, et que si on ne fait pas ça, si on ne fait pas le développement, on ne peut pas faire en même temps, on ne peut pas faire que de la conservation. Il faut faire la conservation et le développement. Je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que de 1960 jusqu'à nos jours, y a-t-il eu des évolutions positives dans ces parcs? Ah oui, oui. Ne serait-ce que le nombre des animaux. Il y a eu une grosse cassure, dont vous êtes forcément conscient, et malheureuse, hein, et qui a un impact historique sur la RDC. Il y a eu des guerres dans l'est du Congo à la fin des années 1990, et là il y a eu une fracture. Jusqu'aux années 80, il y a eu une assez bonne préservation du parc, et il y avait des troupeaux par exemple de buffles, des troupeaux immenses, des troupeaux d'éléphants. Des hippopotames. Et je crois qu'on est par exemple sur le parc de Virunga, que j'ai eu la chance de visiter, j'ai pu voir les hippopotames, et il y en a eu jusqu'à 25 000 à 30 000 dans les années 1970-1980. Il y a eu la guerre de l'Est du Congo, qui s'est produite à la fin des années 90 et qui s'est poursuivie, et puis au début des années 2000, je crois que la population était descendue, avait été divisée par... descendu en dessous de 1000, voire 500. Et maintenant, depuis le début des années 2000, on est remonté à plus de 2500. Donc la population des hippopotames, mais c'est la même chose pour les éléphants, et c'est la même chose pour les autres grands animaux sauvages, qui sont un trésor unique pour la RDC, la population a remonté. Et dans la plupart des parcs, on constate le même phénomène. Même chose, les petites tortues du parc des mangroves. L'espèce était quasiment en voie d'extinction. Les petites tortues qui naissaient sur les plages de Mwanda étaient quasiment en extinction à cause de la destruction naturelle des plages, de la montée des eaux, aussi un petit peu du braconnage des œufs, etc. Depuis 6 ans, la population des tortues est en train de réaugmenter. Tout ça parce qu'il y a un travail méticuleux de préservation des petites tortues et des pontes des œufs des tortues. Et donc là, il y a un travail de préservation qui donne vraiment des résultats très concrets, très palpables, avec des évolutions très positives de la population. Et ça vous encourage à investir davantage? Et donc ça nous encourage à investir davantage. Et on va, si le gouvernement congolais en est d'accord, et s'il est demandeur, parce que tout ça se fait toujours en partenariat, on va investir davantage sur le prochain cycle de programmation. Notre prochain cycle de coopération, ce sera 2021-2027. Là, on termine l'ancien, celui qui allait de 2014 à 2020. Et donc, sur 2021-2027, on a l'intention de poursuivre cet effort d'accompagnement, notamment de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, de travailler aussi, alors, sur des approches, parce qu'on avait des approches très publiques, à développer des partenariats publics-privés, à arriver à intéresser des entreprises, le secteur privé à venir investir. Je vous parlais tout à l'heure d'emploi, et là c'est dans l'exemple du parc de Virunga, c'est l'idée de créer une zone industrielle, d'attirer des entreprises, de passer d'une agriculture traditionnelle à une agriculture plus moderne et qui donne plus de revenus aux paysans, et de revaloriser peut-être des filières comme le cacao. Et peut-être, et c'est ce qu'a fait Virunga, de créer une entreprise qui va exploiter le chocolat et transformer le chocolat, non pas en Europe, mais le transformer localement, sur place. Et donc, on va essayer d'accompagner ce mouvement, partenariat public-privé, pour intéresser des investisseurs à accompagner le développement régional et d'accompagner le développement de cette zone en offrant aussi peut-être une image qui est davantage à valoriser, l'image du Kivu, l'image de la RDC, et là on peut avoir des choses extraordinaires. J'ai vu plutôt sur l'information de RFI qu'il y a une entreprise congolaise, une jeune entrepreneur congolaise qui s'est lancée dans l'exploitation du poivre sauvage du Kivu. La valeur ajoutée est immense, c'est recherché dans tous les marchés occidentaux, en Europe, aux États-Unis. Et le cacao, l'EVA, le coton, enfin, on a plein de possibilités de développement
durable, équitable sur place, sans avoir des grandes exploitations, c'est pas ça. Mais de donner des opportunités aux paysans dans la région d'exporter des produits de qualité et à forte valeur ajoutée. Et là, on aura un vrai enrichissement de la région et on aura un vrai enrichissement de la République démocratique du Congo. Et le nouveau cycle qui va commencer bientôt en 2021, quelle est l'enveloppe qui sera mise en place? Elle est encore en train de discuter. C'est une enveloppe globale. Elle va tenir compte évidemment de l'épidémie de Covid-19 que nous connaissons. C'est une enveloppe donc de coopération de l'Europe pour le monde entier, ciblée en grande partie bien sûr sur l'Afrique et qui va être ciblée, je l'espère en grande partie, aussi sur la RDC. Monsieur l'ambassadeur, la plupart des aires protégées de la RDC figurent sur la liste noire ou classée de l'UNESCO, considérée comme des patrimoines mondiaux en péril. Vous avez reconnu qu'il y a des avancées en termes de conservation. Est-ce que vous menez également de plaidoyer à l'international pour redorer l'image? Parce qu'en dehors du pays, c'est l'aspect insécurité qui domine pour les touristes qui aimeraient bien venir visiter les aires protégées de la RDC. Alors nous avons beaucoup accompagné Virunga, mais aussi les autres parcs sur cette dimension de valorisation de la RDC à l'international. J'avais vu des beaux reportages. Il faut transformer l'essai. En même temps, je vais être sincère avec vous, le fait qu'il y ait des incidents de sécurité qui continuent à se produire, que des gardes de l'ICCN se fassent blesser ou se fassent tuer, c'est pas une bonne image. Donc il faut qu'on continue à combattre pour la sécurité, notamment dans l'Est du Congo. Là, je parle plutôt des parcs qui se trouvent dans l'Est. Et là, il faut vraiment qu'avec le gouvernement congolais, on continue à travailler ensemble, à ramener la sécurité dans l'Est. Ce ne sont pas les parcs eux-mêmes. Les parcs peuvent contribuer à la pacification, peuvent offrir des perspectives de revenus, notamment aux jeunes sans emploi, peuvent offrir peut-être des perspectives de reconversion à des combattants, mais ce ne sont pas les parcs qui eux-mêmes peuvent assurer la sécurité. Et donc là, il y a un effort de sécurité collectif qui touche bien sûr les régions de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Tanganyika. Donc là, on peut participer à l'effort, mais pour redorer l'image en général, il faut que la paix revienne. Qui dit paix, dit aussi développement, dit aussi retour de la prospérité. Donc il faut travailler à la réinstallation d'un cercle vertueux. Justement, pour rebondir un peu à ce que vous dites, monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'il y a-t-il une politique de l'Union européenne pour faire face à ce qui se passe dans les aires protégées, notamment les questions qui touchent à la sécurité de ces aires protégées? Nous travaillons constamment en liaison avec l'ICCN, avec les responsables des parcs sur ces questions. On suit bien sûr les questions de lutte contre les groupes armés, de lutte contre le braconnage. On doit les rapports avec les populations. On doit aussi toujours faire bien attention à l'équilibre, c'est-à-dire que c'est paix et sécurité au bénéfice des populations. Ce n'est pas le cas en RDC, mais ça peut être le cas dans d'autres pays où les gardes se croient ou se voient au-dessus des lois pour protéger leur territoire et ils ne sont plus dans un rapport de confiance avec la population. Donc il ne faut pas protéger les parcs au détriment de la population. Il faut les protéger au bénéfice de la population. Et ça, c'est ce que... Moi, je suis admiratif. Tout à l'heure, vous me demandiez un motif de fierté, mais là, c'est un motif de fierté congolais, je dirais. Je suis admiratif du travail qui est réalisé par l'ICCN et admiratif du travail réalisé par les directeurs des parcs et par tout leur personnel, à la fois les gardes de parc, mais aussi tous les personnels qui y travaillent. Et à ce niveau-là, comment vous intervenez? Est-ce que vous avez des actions que vous menez? Oui, on a des actions. Alors nous finançons des actions de formation en particulier, de respect, bien sûr, de tout ce qui est respect des droits de l'homme, de tout ce qui est respect des procédures policières, de tout ce qui est respect des procédures armées. Il faut voir que le métier de garde-parc n'est pas un métier facile. Ce ne sont pas des soldats, ce ne sont pas des policiers. Ils sont soumis à des règles vraiment très strictes d'engagement. Et ils doivent faire face, en particulier en RDC, à des gens qui ne connaissent pas ces règles d'engagement et qui sont des meurtriers, je vais dire les choses directement, qui sont des assassins. Et nos gardes, ou vos gardes, je m'identifie à eux, mais les gardes, ils sont face à des gens qui sont armés de Kalachnikov, qui sont armés de lance-grenades, qui viennent pour tuer, qui viennent pour piller, qui viennent pour violer.
Et eux, ils ont un mandat très précis avec des procédures très strictes. Ils doivent les respecter. Et là, c'est là qu'ils ne peuvent pas assumer la fonction de forces armées. Ce ne sont pas les forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ne peuvent pas s'engager dans des actions militaires. Ils peuvent s'engager dans des actions judiciaires, mais sous un strict mandat judiciaire. Et donc ça, c'est un immense travail de formation qu'on finance justement très concrètement avec l'Institut l'ICCN. Et moi, j'avais rencontré des gardes qui ont été formés dans ce cadre-là et qui sont très fiers de ce qu'ils font. Monsieur l'ambassadeur, si les actions menées sur terrain sont maintenues dans une longue période, de plus ou moins de 5 ans, comment voyez-vous ces aires protégées dans 10 ans, à long terme? Alors dans 10 ans, moi je pense d'abord qu'il faut vraiment travailler le long terme. Un arbre, il ne met pas 1 an, il ne met pas 5 ans, il ne met pas 10 ans à pousser. Pour devenir grand, il met 20, 30, 40 ans. Donc c'est forcément une histoire de temps long. Donc c'est un engagement de long terme. Moi, mon rêve, ma vision, mais ce n'est que ma vision, c'est que ces parcs, dans 10 ou 15 ans, sont déjà la fierté, ils peuvent déjà être la fierté de la République démocratique du Congo, mais ils soient la fierté de l'Afrique, ils soient la fierté du monde, et que les gens viennent ici en se disant « Ah, c'est merveilleux, les Congolais ont préservé un trésor unique, ont préservé un patrimoine unique dont nous pouvons encore bénéficier. » Et qu'ils viennent et qu'ils soient heureux de voir que ce patrimoine a été préservé et qu'ils en soient fiers aussi, et que nous en soyons tous fiers. Et que aussi les enfants des populations qui auront été à l'école entre-temps, qui travailleront dans certaines entreprises de cacao dont je vous parlais tout à l'heure, ou qui travailleront peut-être dans l'exploitation du poivre, soient aussi très fiers d'amener leurs enfants visiter le parc. Et puis, quelque part, c'est un petit peu aussi ce que disait le pasteur Cosma, et c'est ce qui existait dans les années 60 ou 70. J'ai visité le parc de Virunga, et il y a des Quinois qui m'ont dit les larmes dans les yeux, mais j'y suis pas retourné depuis. J'ai pas pu revisiter ces trésors. J'étais enfant, et j'avais 5 ans, et j'ai vu, c'était extraordinaire, et maintenant, alors ce qui serait, pour moi, l'objectif, c'est que dans 5 ou 10 ans, les Quinois qui peuvent le faire puissent aller visiter à nouveau ces parcs, que tous les Congolais puissent aussi en bénéficier. Quel est le message que vous, en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne, pouvez adresser aux Congolais qui célèbrent leurs 60 ans aujourd'hui? Le message que j'ai à vous adresser, c'est un message d'espoir dans l'exploitation de ces ressources et dans la gestion de ces ressources. Et le second message, c'est de vous dire, ne faites pas les mêmes bêtises que nous avons fait. Exploitez ces ressources de façon durable, en harmonie avec la nature, préservez-les, parce que plus le temps ira, plus elles vont prendre de valeur. Plus vos forêts vont prendre de valeur, plus votre faune va prendre de valeur. Et moins le pétrole qui se trouve peut-être au fond de votre sous-sol, moins lui il aura de valeur et moins vous aurez intérêt à l'exploiter. Est-ce que parfois ça vous gêne, vous en tant que partenaire, de constater qu'il y a un besoin d'exploiter du pétrole, par exemple dans les Virunga, dans les Salonga? Est-ce que ça vous gêne quand même que les Congos puissent procéder à ce genre d'activité dans les parcs? Dans les parcs, oui. Le Congo a souscrit à des engagements internationaux, en particulier pour Virunga, patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Congo peut toujours dire « je renonce », mais à ce moment-là, imaginez à quoi vous renoncez. À quelque chose qui a peut-être beaucoup plus de valeur que ce qui est dans le sous-sol. Et il y a aussi une responsabilité de la communauté internationale, hein, dans l'aide internationale. Et c'est ce qui justifie l'aide internationale, la coopération de l'Union européenne. On me dit, alors parfois l'Union européenne fait des dons, des subventions, vous avez un agenda caché, vous avez toujours des idées d'exploitation de ressources. Non, on veut vraiment, c'est un partenariat pour préserver ensemble une ressource commune. On co-travaille ensemble, on fait un partenariat commun pour nos enfants, et les enfants congolais, les enfants européens, pour tous. Donc oui, si le Congo dit dans sa souveraineté, et il a le droit, dit je renonce à vos parcs, je ferme les parcs, je ferme les aires protégées, il aurait le droit, il ne le fait pas, hein, mais il aurait le droit. Je pense qu'il ferait une erreur. Et d'autres pays l'ont fait. Et c'est justement le sens que je vous disais, ne faites pas les erreurs que nous avons pu faire ou que d'autres pays sont en train de faire. Les ressources que vous avez sont trop riches. On voit que la demande mondiale et que la ressource pétrolière en particulier, c'est quelque chose qui se termine. C'est quelque chose qui ne va plus faire fonctionner le monde.
Maintenant, ce qui va faire fonctionner le monde, c'est l'énergie renouvelable. C'est l'eau, l'hydroélectricité. Le barrage d'Inga, dont le président a fait une relance ce week-end. Tous les petits ouvrages hydroélectriques. Alors après, il faut aussi voir comment ils sont faits. Pas forcément dans les parcs, il y a aussi des consultations, etc. Mais hydroélectrique, exploitation de la forêt, exploitation des ressources agricoles dont je vous ai parlé tout à l'heure, le poivre du Congo, le poivre sauvage du Congo, le café du Congo, le coton du Congo. Il y a le cacao du Congo. Vous avez un potentiel de marque absolument extraordinaire. Je vois des jeunes entrepreneurs congolais qui commencent à s'y intéresser. Est-ce que l'Union européenne a déjà pensé à l'accompagnement de ces jeunes entrepreneurs qui sont dans la transformation de produits locaux? Oui, c'est une des thématiques qu'on veut justement travailler dans notre nouveau cycle de programmation, sur les partenariats publics-privés, en s'appuyant sur les filières existantes au niveau local, qui est une partie bien sûr qui reviennent à ceux qui le vendent ou à ceux qui l'importent en Europe et aux États-Unis, mais qui est une grosse partie qui reviennent aussi aux exploitants agricoles, aux agriculteurs du Congo. J'espère qu'il y aura des conditions assouplies pour permettre aux jeunes d'accéder à ces financements. Oui. Parce que très souvent, ce qui complique, c'est le fait qu'il y a des mécanismes très complexes et compliqués et les jeunes n'ont pas accès à ces genres de financement. Oui, il faut qu'on soit plus souple. Enfin, on travaille là-dessus aussi beaucoup. On travaille aussi avec le système bancaire congolais et les conditions d'accès au crédit sont très compliquées. C'est un ensemble. Merci beaucoup, donc, Monsieur l'ambassadeur, merci d'être venu et d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons donc un point final. Merci à toi, Tati, pour cet accompagnement. Oui, merci surtout à Monsieur l'ambassadeur qui a réussi de sa présence à cette édition spéciale 60 ans de l'indépendance de la RDC dans le créneau protection des aires protégées. Voilà. Donc, fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point à cette édition spéciale avec Monsieur l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier. Donc, nous vous fixons rendez-vous avec un nouveau numéro, certainement cette fois-là avec de nouveaux invités. Sachez que cette édition a été donc coproduite avec la participation de Actualité.cd, Environnews Télévision, Forum des As et la Radio Capi. Donc, d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Merci beaucoup. Voilà.